Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les éthers. Donc après la famille des alcools, on va passer à la famille des éthers, qui est une beaucoup plus petite famille, mais qui est très intéressante d'un point de vue réactionnel. Alors, on va démarrer par la définition d'un éther. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un éther? C'est tout simplement une molécule qui possède un groupement alkyle ou aryle et qui est attachée à un alcool, à un oxygène, excusez-moi, et lui-même est attaché à un groupement alkyle ou aryle. Donc ici, on a un alcool le plus petit, puisqu'on a un groupement méthyle de chaque côté, et mon alcool est dissymétrique. Mon éther est dissymétrique. Si je prends un autre éther, comme ceci, ben, ça va être le plus petit éther dissymétrique, puisque les deux substituants de part et d'autre de l'oxygène ne sont pas identiques. Pour explication, un groupement aryl, c'est un groupement contenant une fonction basénique comme ceci. On le verra par la suite. Donc, on a bien à ce niveau-ci un éther symétrique et un éther asymétrique. D'accord. Alors, si on regarde d'un point de vue de la nomenclature, on a deux chaînes alkyles. Donc, en fait, il y en a une qui va être considérée comme étant un alkoxyle et l'autre qui sera l'alkane de base pour la nomenclature. Donc, si par exemple je prends le dernier, la symétrique, la plus longue chaîne alkane, c'est de l'éthane. Et on a une chaîne alkoxyle ici qui sera de type méthoxy. Donc ce sera du méthoxyéthane. C'est ce qu'on va voir ici dans les différents exemples. Donc on va d'abord rechercher la plus longue chaîne. On va la faire en vert. Ici, on a une chaîne éthane. Ah, mais on a la même, c'est asymétrique. Donc, l'autre, ce sera la chaîne éthoxy. Voilà, donc ça, on a un substituant éthoxy. Et on a une chaîne éthane. C'est de l'éthoxy éthane. Ou c'est de l'éther, ce qu'on appelle communément de l'éther. Même chose, la plus longue chaîne, ça va être celle-ci. Voilà. Donc on va avoir du 2-méthylpropane avec un substituant dessus qu'on va appeler méthoxy pour méthane avec son oxygène. Ici, on a un substituant éthoxy sur une chaîne de méthylpropane. Il y a un CH3 qui est coupé dans l'affaire. Voilà. Donc, voilà pour la nomenclature, c'est pas très compliqué. Et je vais également vous présenter des éthers cycliques tels que celui-ci. Hop. Donc, c'est un oxacycloalcane, et plus précisément, c'est un oxa pour l'éther, oxa-oxygène, cyclopatane, oxacyclopatane, et son autre nom c'est THF, ça n'a rien à voir, pour tétrahydrofurane, ça n'a rien à voir non plus avec de l'oxacyclopatane. Le furane, je vais quand même vous le noter, bien qu'on ne le verra jamais à ce niveau-ci, c'est cette molécule-ci, c'est une molécule aromatique. Alors, on peut faire un petit exercice de nomenclature. Par exemple, si je vous donne le composé suivant, voilà, et je vais avoir un
au CH3 et un groupement, allez, on va faire plein des couleurs au CH2, CH3 comme ceci. Donc on a deux substituants. On a un substituant méthoxy et on a un substituant éthoxy. Sur une chaîne alcane, ici c'est un cyclopatane. Donc ce sera du 1 éthoxy, 2 méthoxy, cyclopatane. Voilà pour le nom, c'est relativement amusant. Alors, la façon la plus simple et la plus efficace de produire, de synthétiser un alcool, c'est ce qu'on appelle la synthèse de Williamson. Alors, la synthèse de Williamson, en fait, on l'a déjà vue. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire une synthèse de Williamson? On a besoin d'un alkoxyde. Donc, par exemple, ici, on a un butoxyde. Hop. Voilà. Qui va venir réagir sur un dérivé halogéné, puisque celui-ci porte, sur le carbone qui porte l'atome de chlore, il a une charge partielle positive. Donc on va avoir une attaque de la paire libre de l'oxygène sur le carbone porteur du chlore. Donc on a bien une substitution nucléophile. Et pour les connaisseurs, ici on a un alkoxyde, du butoxyde. Comment on prépare cet alkoxyde? En fait, on fait réagir l'alcool correspondant. Donc ici, ça va être du butanol avec une base forte. On peut prendre quoi? Du butyllithium, de l'amidure, du LDA, du lithium diisopropylamidure. Donc moi je vais mettre du butyllithium comme ceci. Et je vais obtenir mon butoxyde comme ceci, prêt à réagir avec mon dérivé halogéné. Alors, la réaction elle se fait avec des rendements relativement corrects. On va obtenir dans ce cas-ci du 1-butoxybutane, c'est un éther symétrique, et on voit que le solvant va interférer sur le rendement de la réaction. Une autre façon de préparer une autre réaction, c'est on ne va pas utiliser des halogénoalcanes, on va utiliser par exemple un bon groupement partant, c'est des groupements sulfonates. Donc ici on a du méthylsulfonate. Donc c'est quoi? Ça va être un sulfonate, je vais écrire ça ici. Donc ce sont des groupements de ce type-ci, comme ceci, avec une chaîne alkyle où R peut être égal à CH3. Mais on peut avoir différentes choses ici. On va rester sur du CH3. Il est relativement petit. Et ça, c'est un bon groupement partant. Ça va beaucoup mieux que le chlore. Donc, mais c'est la même chose. Ça va. Donc ici, on a notre alkoxyde qui va venir attaquer le carbone qui est delta plus. Et on a un bon groupement partant. Qu'est-ce qu'il va faire? Le bon groupement partant, il va partir et on va obtenir du cyclopatoxy heptadécane. C'est un long. Heptadécane, ça veut dire 17. Donc voilà, pour ces réactions, donc on retombe sur des substitutions nucléophiles qu'on avait déjà vues. Donc vous avez deux petits exercices, un exercice à réaliser, c'est-à-dire d'écrire des synthèses de Williamson permettant d'obtenir les éthers suivants, à savoir le 1-éthoxybutane, le 2-méthoxypentane, le propoxycyclohexane et le 1,4-diéthoxybutane. À vous de jouer, il y a quand même un petit peu des pièges.
Pas trop, hein. Ça va. À part le dernier. Alors, ici, on a vu des synthèses d'éthers non cycliques. On peut faire des éthers cycliques sans aucun problème. De quoi a-t-on besoin? Ben, on a besoin sur la molécule à la fois d'une partie qui possède un dérivé halogéné et on a besoin également d'une fonction alcool. Dans ce cas-ci, on va utiliser, vous voyez, une base faible parce qu'en fait, ça va fonctionner, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, la base va venir déprotoner l'alcool, on va former notre alkoxy, d'accord, qui va venir attaquer le carbone ici delta plus avec le départ de notre atome de brome et on va avoir un éther cyclique. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus, on a un autre exemple. Ah oui, alors, on va pas avoir une interconversion parce que la substitution du groupement OH au brome est une réaction très lente, tandis que la réaction de Wilhelmsen est une réaction d'un point de vue cinétique très rapide, donc celle qui va se réaliser et pas celle-ci. Donc ça, on n'en a pas besoin, elle n'arrive jamais. Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, les oxacyclopropanes. On appelle ça des époxydes. Donc ce sont ces petits cycles à 3, hein, donc les oxacyclopropanes. On va avoir, c'est un cycle de 3 pièces composé de 2 atomes de carbone et d'un oxygène. En fait, plus ou moins, c'est le seul éther qui est réactionnel. Les autres éthers sont utilisés comme des solvants, c'est-à-dire qu'ils vont très très peu réagir, mais notre oxacyclopropane, c'est-à-dire un époxyde, hein, peut-être que ça vous dit quelque chose, il y a de la colle à époxyde. En fait, comment il peut être préparé? Ben, il peut être préparé avec une molécule assez bizarre, comme ceci. Donc c'est une chaîne éthane, éthyle, sur laquelle on va avoir un groupement OH et un brome. Et en fait, on va avoir l'attaque à ce niveau-ci avec départ du brome pour former un oxacyclopropane. Ouais, on ne les prépare pas comme ça, hein. Enfin, on peut voir que on peut faire des éthers cycliques de cette manière-là. C'est plus vrai pour de l'oxacyclohexane, où là on peut réellement le produire par cette méthode, mais l'oxacyclopropane, pas vraiment. Donc on voit bien ici qu'on a une cyclisation, hein, de ce type-ci, comme ceci, avec le départ du brome. Alors, un petit exercice pour vous, hein, il n'y a pas que moi qui dois travailler. Donnez la formule du produit qui résultera de la réaction du 5-bromo-3,3-diméthylpentane 1-ol avec du NaOH. On va produire, je vous le dis déjà, un éther cyclique. N'oubliez pas de mettre les flèches, c'est toujours agréable. Alors, on va continuer avec la partie réaction des éthers. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les éthers, en fait, sont relativement inertes au point de vue de réaction. Donc, le seul qui peut réagir, c'est notre oxacyclopropane ou notre époxyde. Et comment il va réagir? Il va réagir sous l'action encore une fois, d'un nucléophile. Donc ici, on a un nucléophile. Et ce nucléophile va venir attaquer un carbone et ça va rompre la liaison carbone-oxygène. Et on va pouvoir ainsi former un alcool avec, en plus, l'addition de notre nucléophile. Donc en fait, on va pouvoir intégrer un nucléophile tout en gardant un groupement réactionnel, le groupement alcool.
Donc, la réaction est relativement simple, hein, je vais quand même revenir dessus. On a une attaque nucléophile sur l'atome de carbone, comme ceci. Et en même temps, on a rupture de la liaison carbone-oxygène. On va obtenir un alkoxyde qui va être mis en présence d'eau et l'alcool à ce moment-là va venir chercher le proton de l'eau et on va avoir formation de OH- et notre produit final. Alors, il y a deux règles, enfin, une règle qui est subdivisée en deux parties. Si la réaction se fait en milieu neutre ou basique, et si l'éther est dissymétrique, vous voyez, donc ici, j'ai d'un côté un carbone porteur de deux groupements méthyl, et de l'autre côté, j'ai un carbone qui est porteur de deux hydrogènes. Donc, on a bien une molécule dissymétrique. Je le fais réagir avec un, on ne le voit pas, c'est assez petit, avec un méthoxy. L'idée, c'est de savoir de quel côté le groupement méthoxy va réagir. Est-ce qu'il va réagir sur mon côté jaune ou est-ce qu'il va réagir sur le côté orange? En fait, il va venir réagir sur le côté le moins substitué, c'est-à-dire le moins encombré. Donc, le groupement méthoxy va venir réagir à ce niveau-ci et on va obtenir notre alcool comme ceci. Donc, en fait, l'alcool va se retrouver attaché au côté le plus substitué et notre agent nucléophile est venu se greffer sur le côté le moins substitué. J'ai perdu mon trait. Je suis là. Voilà. Donc, le nucléophile est venu sur le côté le moins substitué, tandis que l'alcool est, quant à lui, sur le côté le plus substitué. Ah zut, c'était mieux en orange. On va le refaire, hein. Hop là. Ça va? Donc, je vais faire ça. Voilà. En milieu neutre ou basique, le nucléophile va venir attaquer sur le carbone le moins substitué. A contrario, en milieu acide, l'agent nucléophile, attention, en milieu acide, les méthoxy, alkoxy n'existent pas. D'accord? On les utilise sur leur forme alcool, sur leur forme acide. Donc un milieu acide, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir d'abord l'oxygène de notre oxacyclopropane qui va venir réagir avec un hydrogène acide qu'on a dans le milieu. Et ensuite, on va avoir l'attaque de la paire libre de l'alcool sur le carbone, ici, le moins encombré. Dans l'exemple, on ne le voit pas. Ça va? Ensuite, on va avoir départ d'un hydrogène de cette manière-là pour obtenir notre molécule finale. Les conditions au milieu acide sont beaucoup plus compliquées. La réaction fonctionne moins bien. C'est surtout la réaction milieu neutre et basique que l'on va utiliser. Une dernière chose, je regarde ce qui reste, oui voilà. Une dernière chose, enfin deux dernières choses, c'est que on peut utiliser un hydrure, par exemple du LiALH4 et qu'on a utilisé comme agent réducteur, sur un oxacyclopropane. Et qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va juste obtenir notre alcool et on va ajouter un hydrogène sur l'autre carbone. Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Ce qui est plus intéressant, c'est la réaction avec les organomagnésiens, avec les réactifs de Grignard. Vous vous souvenez, ce sont des réactifs où on a une fonction MGBR et ce carbone-là, il est delta+. Donc, il va pouvoir venir, être vu comme un nucléophile, il va pouvoir venir attaquer le carbone d'un oxacyclopropane et on va avoir ouverture du cycle de cette manière-ci. Donc, on va allonger la chaîne de carbone
tout en conservant une fonction alcool, ce qui est remarquable. Et en plus, vous voyez, on a un alcool terminal, si vous vous souvenez, c'est pas toujours évident de l'obtenir. Donc voilà pour les oxacyclopropanes. Ils réagissent avec différents agents nucléophiles. Ils peuvent réagir également avec des hydrures et également avec un réactif de Grignard. Alors, deux derniers exercices pour vous. Je vous demande de proposer une voie de synthèse du 3,3-diméthylbutanol à partir de réactifs ne contenant pas plus de 4 atomes de carbone et de me décrire le mécanisme réactionnel. Et prédire le produit majoritaire pour la réaction entre le 2-diméthyloxacyclopropane et les réactifs cités ensuite. Donc voilà, je vous remercie, on se voit la semaine prochaine. À bientôt.